et à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Euh, je suis content. On a un grand plaisir de vous voir avec nous ce soir. Et puis, merci à Serge aussi, parce que Serge est un grand spécialiste et puis dans la communication et dans le relationnel et dans le réseautage. Donc, merci à toi. Et puis, voilà, alors on va peut-être enchaîner, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Alors Là, pour l'instant, Marc, non, mais de toute façon, ceux qui arriveront, je les prendrai en cours de ok, route. Vu que d'accord. pour l'instant, on n'est pas très nombreux, enfin, on est bien déjà, c'est très très bien, ça pourra faire de l'interaction. Quand vous voudrez poser une question, ce que je vous propose, vous avez la réaction. Si vous avez un petit bouton, soit en haut, soit en bas, tout dépend de votre ordinateur, ça met une réaction. Et vous pouvez mettre un petit pouce comme celui-ci ou puis une petite main. Dans ces cas-là, je ouvrirai votre micro, vous ouvrirez votre micro, vous pourrez poser votre question en direct avec Marc ou avec moi-même. Et puis comme ça, on vous permettra de pouvoir vous répondre en direct à vos questions et vous n'aurez pas besoin de passer par des questions écrites. Voilà. Je lance le débat ouvert. Marc, la balle est dans Allez, ton camp. c'est parti. Donc voilà, j'interviens ce soir donc, pour vous parler de l'hygiène et la sécurité alimentaire. Alors, on n'a jamais aussi autant parlé de l'hygiène actuellement avec la pandémie, hein, depuis un mois et dans le monde entier, j'ai envie de dire. Donc, l'hygiène, pourquoi l'hygiène? Parce que l'hygiène, on est tous concernés, hein, donc l'hygiène est une nécessité. Alors, si on veut qualifier, enfin, donner une définition à l'hygiène, en deux mots, on peut parler de la propreté, de la santé. Donc, l'hygiène dans le domaine, aussi bien dans le domaine privé, en particulier, dans le foyer familial ou dans le professionnel, c'est une nécessité. Du côté professionnel, c'est un peu plus qu'une nécessité, c'est une obligation, puisque les professionnels du secteur alimentaire ont une obligation de former le personnel, du moins une personne au minimum depuis 2012. Donc les choses ont bien évolué puisque le personnel, enfin les équipes sont formées aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose. Alors que dire donc les enjeux à l'hygiène, j'ai envie de dire donc c'est donc la sécurité de la personne, la santé de la personne. On peut parler également d'un respect de la réglementation européenne, qui est donc ce qu'on appelle le paquet hygiène, qui a été mis en place en 2006. On a également donc le développement de la compétence de la personne et puis aussi la notoriété de l'enseigne. Alors, je peux vous donner quelques chiffres. Donc, au niveau des intoxications alimentaires sur 2017, on va commencer par vous donner un chiffre. Donc, 27%, c'est le nombre de personnes intoxiquées, un pourcentage de personnes intoxiquées dans les foyers familiaux. Donc, en 2017, c'est quand même très impressionnant. Dans la restauration commerciale, ça représente 43%, et dans la restauration collective, ça représente 30%. Si on fait un débrief global, c'est la restauration commerciale, c'est quasiment un resto sur deux qui n'était pas conforme. Et dans la collective, on arrive à un resto sur trois. Donc, on peut se poser les bonnes questions, de l'importance de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Alors, une personne formée est une personne responsable. Il faut se dire que dans les entreprises, il y a toujours un responsable. Voilà, il y a toujours un responsable. Et puis, ce responsable-là, on est tous en face du client, on a cette notoriété à garder, et puis le respect de la clientèle et cette confiance aussi qu'on doit susciter auprès de nos clients. Marc, j'ai une première question à te poser et les participants auront le loisir de te poser toutes les questions qu'ils désirent s'ils rencontrent des difficultés ou autres. La première question, j'ai envie de te poser, qu'est-ce qu'est vraiment la HACCP? Qu'est-ce que ça Ah veut ben, dire réellement et concrètement, s'il te plaît? là, c'est bien parce que là, tu l'as bien prononcé. D'habitude, tu vas tellement vite que… Donc, l'HACCP, c'est une bonne question. Donc, c'est américain. Hein. Donc, c'est Hazard Analysis Critical Control Point. Donc, voilà. Donc, ça parle ou ça parle pas. Donc, je vais vous le traduire en français.
Donc, c'est des analyses que vous faites en permanence, justement pour maîtriser les points critiques et maîtriser les non-conformités que vous avez dans vos restaurants. Donc, ces méthodes-là, HACCP, c'est américain, ça a été créé dans les années 60, quand les hommes étaient envoyés dans l'espace, et le but, c'était de pouvoir conserver les aliments. Alors, c'est une méthode qui permet effectivement de garantir une sécurité alimentaire. Ces méthodes HACCP, c'est vrai qu'on en entend souvent parler et vous les utilisez, je veux dire, en permanence. Alors, vous les retrouvez sur les étiquettes quand vous achetez un produit. Vous voyez sur ce produit toutes les matières premières, vous voyez sur cette étiquette la conservation de ce produit, la durée de vie, le stockage. Donc, c'est grâce à cette méthode HACCP où les industriels travaillent dessus. Et l'HACCP d'un restaurateur, on appelle ça un PMS, c'est plan de maîtrise sanitaire. C'est-à-dire, c'est lui qui il va pas élaborer des recettes, enfin, il peut en élaborer, mais c'est pas son but, c'est d'analyser, d'être capable d'identifier des non-conformités, des dangers, pour pouvoir effectivement apporter des plans d'action pour limiter, enfin, pour éviter le risque sanitaire, sachant que dans l'hygiène, le risque zéro n'existe pas. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça. Oui, Jamila. On débranche le micro, activé. On t'entend pas, Jamila. Voilà. Vas-y. Vous m'entendez? Très bien, Jamila. Je voulais Bonjour. savoir comment dans un restaurant, dans les cuisines, tu mets ça en place. Alors, tu le mets en place par Hygiène. on appelle ça des protocoles. Donc, j'ai parlé du PMS, donc du plan de maîtrise sanitaire. Ce PMS va devoir, c'est un engagement, c'est une obligation de mettre en place un certain nombre de protocoles qui a comme but comment dire, de garantir une sécurité alimentaire aussi bien de la livraison, de la manipulation des matières premières, au niveau de la production, au niveau du nettoyage et dans les dangers chimiques aussi, c'est les produits. Il ne faut pas utiliser n'importe quel produit. Les pesticides aussi pour ceux qui font de la dératisation, qui ont des nuisibles. Donc attention au niveau chimique, c'est important. Le physique, donc le physique, ça veut dire qu'il peut y avoir des corps étrangers, des ongles, on va parler, je ne sais pas, des pansements, de plein de choses, des corps étrangers. Et donc, il y a un protocole qui a été mis en place sur tous ces points importants, sur une bonne pratique à l'hygiène, et d'où l'importance de former les équipes. Ça a répondu à ta question, Jamila? Oui. Moi, j'ai une deuxième question. C'est les médias, ils parlent souvent du TIAC, T-I-A-C. Cela consiste en quoi réellement, concrètement? Alors, je pense que les gens ont dû entendre parler de TIAC. Donc, on va déjà parler d'une TIA. Alors, la TIA, c'est une toxi-infection alimentaire. C'est-à-dire quand il y a, les médias s'en occupent, s'en chargent, vous avez certainement entendu parler, donc, les EHPAD dans le sud, il y a l'affaire Puig, enfin bon, j'en passe, de toute façon, il y a eu quand même des gros soucis donc à éviter. Donc les TIA, c'est une infection alimentaire. Alors le TIAC, le petit C qui reste derrière, c'est la collective. Donc, quand il y a une TIAC, c'est-à-dire quand ils sont admis dans les urgences pour une TIAC ou une TIA, les enquêtes sont un peu différentes, puisqu'une TIA, ça peut être une personne ou deux. C'est maximum 2 personnes. Et la TIAC, comme c'est collective, c'est à partir de 2 personnes. Et là, effectivement, donc l'enquête, ils viennent directement sur le restaurant. Et le préfet déclenche justement le passage des contrôles officiels. Donc, c'est une infection alimentaire. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu as dit que la formation, elle était indispensable. Quels sont les risques quand le professionnel n'est pas formé? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme ennui, les difficultés qu'il peut rencontrer? Vous risquez effectivement, quand vous n'êtes pas formé, donc il y a un manque d'information, un manque de professionnalisme, et vous risquez aussi d'intoxiquer les personnes.
sachant la typologie des personnes selon les endroits. Il y a des personnes vulnérables, il faut le savoir, donc qui sont les personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes. Des personnes ayant une pathologie sensible, fragilisée, qui sont sous traitement. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Et il y a aussi un respect de soi-même, un respect du métier, cette richesse qu'on a du métier, et aussi le respect d'une équipe. Parce qu'une équipe doit être rassurée, et quand une équipe est rassurée, on peut rassurer la clientèle pour pouvoir répondre aux différentes questions, aux différentes exigences. Et puis, d'où l'importance justement d'avoir cette formation et puis d'être serein. D'accord. Moi, je reviens. Est-ce que je peux être contrôlé, mais par qui aussi? Alors, les contrôles, c'est des contrôles officiels. Donc là, vous avez différentes personnes qui peuvent venir vous voir, différents organismes. Depuis 2017, il y a les contrôles officiels qui peuvent venir. Donc, avant, c'était sous dénonciation. C'était effectivement, quand il y a une intoxication alimentaire, donc c'est le préfet qui gère ces gens-là. Donc, c'est la DDPP, donc c'est la répression des fraudes, la DGCCRF, Direction générale de répression des fraudes, et la DSV, la direction du service vétérinaire, qui ont fusionné et qui sont devenus la DDPP, la direction départementale de la protection de la population. Et depuis 2017, ces gens-là ont tous les pouvoirs. La DGCCRF, ils seront plutôt à cheval sur le marketing, les mensongères, hein, donc les publicités mensongères, sur le manquement d'affichage des prix. Et donc, voilà, donc la DSV interviendra plutôt sur la microbiologie, les microbes, les traitements. Donc, ces gens-là, depuis 2007, viennent de manière inopinée. Et là, je vous invite à télécharger, si ça vous dit, sur vos smartphones, une appli qui s'appelle Alim Confiance. Cette appli va vous permettre de voir à chaque fois que vous avez un contrôle, ce n'est pas les médias, c'est uniquement le service d'État qui communique sur cette appli la date, le lieu, le restaurant qui a été contrôlé, avec la note, bien évidemment, le nom de la personne, du responsable. C'est-à-dire, Marc, que si aujourd'hui je veux aller dans un restaurant, si j'ai cette application, je tape le nom du restaurant. Si je ne le trouve pas, c'est qu'il n'a pas été contrôlé. S'il a été contrôlé, il a une note. Je peux savoir si il a eu un bon contrôle ou un mauvais contrôle. En tant que client, ça me donne plutôt envie d'y aller ou pas chez lui, en quelque sorte. Tout à fait. Il est important quand même de communiquer là-dessus au niveau du professionnel, puisque voilà, donc ça veut dire qu'il y a une transparence. Et pour répondre à ta question, oui, on voit la note, on voit le résultat du contrôle. Et ce contrôle, enfin, ces résultats-là, en général, durent 1 an. Donc, tous les ans, ils font un reset et puis ils recommencent. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'évolution, ça peut évoluer, ça peut changer de propriétaire. Donc, tous les ans, ça évolue. Et voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Alors, il y a des gens qui sont arrivés en cours de route. Il y a, pour les personnes qui désirent poser des questions, il y a le petit côté réaction. Voilà, on clique dessus. Et moi, je peux vous ouvrir le micro. Et si vous avez vraiment des questions personnelles par rapport à votre activité ou à votre frigo, par exemple, vous pouvez poser les questions à Marc, qui se fera un plaisir. Alors moi, j'ai déjà des questions qui ont été envoyées par mail. Donc c'est pour ça que je me permets déjà de poser ces questions-là. Ça met un peu en route cette conférence, cette web conférence. Et il y a une question, on me demande, est-ce que tous les microbes sont mauvais? Alors, est-ce que tous les microbes sont mauvais? C'est une bonne question. Eh ben non. Eh ben non, parce que on a besoin de microbes. On vit avec les microbes. Donc, il y a certains microbes qui nous permettent de digérer. On utilise les microbes aussi, donc c'est l'Escherichia coli, hein, donc pour le citer, hein, donc on ne fait pas de la chimie, mais enfin, ça parle certainement à certains ou certaines ou pas. Donc, il y a également, on les utilise également pour l'alimentation, notamment les alcools,
notamment le fromage, les produits laitiers, les moisissures, aussi pour la levure poudre à lever, levure boulangère. Donc ça, et on peut les classer en 3 catégories, les microbes. Vous avez les bactéries. On peut identifier aussi les champignons et également le virus. Donc, on en entend tellement parler de ce virus. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même, hein, mais c'est vrai que le virus, il connaît, ça fait des années qu'on communique sur le virus. Bon, ben voilà, qui est la grippe, et aujourd'hui, on en a un qui nous embête un peu et puis qui n'a pas fini de nous embêter. Voilà, donc les microbes, il y a des bons, parce qu'on vit avec les microbes, et il faut savoir aussi, dans l'hygiène, le risque zéro n'existe pas, hein. Donc, vous avez les 3 sortes de microbes, c'est les bons. Vous avez les microbes d'altération, ça veut dire que c'est les microbes sur lesquels vous allez voir apparaître de la moisissure. Donc, il faut savoir que ces microbes qui se développent sur des produits d'altération, on va dire de qualité organoleptique, c'est des microbes potentiellement peu dangereux. Vous pouvez les consommer, vous enlevez. Quand vous ouvrez un pot de confiture stérilisé à la maison, vous avez souvent une petite couche de moisissure, ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter le pot. Ça ne pose aucun problème. Les microbes dangereux, c'est potentiellement les microbes pathogènes qui sont invisibles à l'œil nu, qu'on ne voit pas et qui eux, pour le coup, vous emmènent à l'hôpital, vous rendent malade. Jamila, tu avais une question. Ouais, par rapport aux microbes, dans les cuisines des restaurants, comment on le traite au niveau des cuissons, que ce soit sur aussi le nettoyage des plans de travail? Est-ce qu'il y a des températures à respecter de cuisson? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Effectivement, rappelez-vous, je vous ai parlé des protocoles tout à l'heure. Donc, il y a des protocoles, on va parler du nettoyage, donc des protocoles avec des différents produits. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quel produit, puisque à chaque produit, il y a une fiche technique. Donc, il faut savoir comment on utilise ces produits, qu'est-ce qu'on va nettoyer avec, quelle capacité a ce produit, donc détergent, dégraissant et décontaminant. Donc, pour répondre à la question, c'est souvent les décontaminants, puisque c'est le but pour éviter tout développement de microbes. Au niveau du froid, donc on parle d'une chaîne de froid. Donc les microbes déjà se développent toutes les 20 minutes, hein, donc il ne faut pas oublier de le dire. Et les microbes, il faut savoir qu'un produit qui a subi une rupture de chaîne de froid, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas la température initiale qui a été prévue pour que le produit soit garanti, on va souvent le mettre à 4 degrés, et à 4 degrés, les microbes se développent doucement, mais se développent. Si on a un produit qui est au congélateur, le microbe ne sera pas mort. Le microbe sera tout simplement endormi. Ensuite, on a parlé du chaud. Alors, les microbes, la plupart des microbes meurent à partir de 63 degrés. Donc, on a la chaîne de froid qui doit rester entre 0 et 4 degrés, parce qu'il y a certains produits comme les viandes crues, les poissons qui demandent une température très spécifique à 2 degrés. C'est purement professionnel. Et puis, vous avez la chaîne de chaud. Vous devez, par exemple, dans les cantines, dans la restauration scolaire où ils présentent des plats chauds, vous voyez que c'est préparé dans des bains-maries et au-delà de 63 degrés, puisque la plupart des microbes meurent à 63 degrés. Et donc, pour garantir justement un produit sain, eh ben, sur une période de service qui peut être de 2 heures, 3 heures, ce produit est stocké sous bain-marie ou sous résistance, enfin peu importe le matériel, dans une cellule chaude qui reste aux alentours de 70-75 degrés. Et souvent un peu d'humidité pour pas qu'il soit altéré, le produit qui sèche. Quoi dire de plus? Alors, quand je dis tous les microbes ne sont pas détruits, il y a les toxines. Les toxines, c'est les excréments souvent des microbes qui, eux, ne meurent pas. Donc là, il faut vraiment monter à 110-120 degrés pendant 20 minutes pour les détruire. Il y a encore un microbe, enfin c'est surtout un parasite, on en parle. De toute façon, est-ce que quelqu'un connaît le ténia, le ver solitaire? Oui. Donc le ver solitaire, on a tendance à le prendre, enfin c'est pas marrant, mais bon, il y a des choses plus rigolotes, mais c'est un ver qu'on peut avoir donc, quand on consomme des viandes crues, du poisson cru.
Donc, il faut savoir que ce ténia peut être détruit pour le coup à la congélation et sera évidemment aussi détruit à partir de 63 degrés. Pour juste finir sur ce ver solitaire qui ne donne pas envie, peut atteindre jusqu'à 10 mètres dans nos intestins et qui peut vivre au moins pendant 40 ans. Alors, les symptômes, il n'y en a quasiment pas, on a toujours faim, on a faim, et puis quand il commence vraiment à grandir, à grossir, bon, je ne vais pas vous faire de dessin parce qu'il y a des moments plus agréables, on trouve des petites bagues dans les toilettes, et puis là, on se rend compte qu'il faut vite réagir. Aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une personne, ils ont détecté 6 vers solitaires dans le cerveau. Il perdait connaissance par moment, il ne savait pas pourquoi. Et puis voilà. Donc, vous pouvez manger du cru, ce n'est pas interdit, je ne vais pas vous faire peur, c'est tout à fait, c'est même un plaisir. Hein, encore une fois, la gastronomie doit être un plaisir, notre assiette. Hein, donc, mais soyez vigilants. Soyez vigilants. Si vous mangez des produits pas cuits à cœur, c'est pour ça que nos fast-food ne vous proposent jamais un produit à différentes cuissons, puisque la typologie des clients, c'est les jeunes. Donc, ils font systématiquement une cuisson à cœur. Et ceci peut expliquer cela. Voilà, oui, vas-y. Vas-y, finis. J'essaie d'ouvrir le micro de Véronique. Si je n'y arrive pas, parce qu'elle a une question, elle peut l'ouvrir elle-même, rétablir le son, Véronique. Véronique. Voilà, est-ce que Véronique. Vous m'entendez? Très bien, Véronique, c'est un plaisir de vous entendre. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ce qui se passe actuellement avec le Covid. On nous demande aujourd'hui de nettoyer tout ce qui rentre à la maison, aliments y compris. Donc, avec quoi il faut le faire? Est-ce que ça craint si on ne le fait pas et qu'on mette les aliments au frigidaire comme ça ou dans le congélateur? J'aimerais avoir des renseignements par rapport à ça et une façon de faire. Alors Véronique, je peux répondre à ta question, hein, sachant que le Covid-19, on a plein d'informations, hein, on a plein de contradictions. Mais là où je suis sûr sur les propos, c'est que le Covid-19 dans le congélateur ne meurt pas, il se développe, hein, il s'éclate pour le coup. Hein. En fait, il ne vit pas. Un virus, c'est une molécule. Une molécule, et la particularité du Covid, c'est-à-dire cette molécule, vous avez, c'est une couche de lipides. Donc potentiellement, si vous voulez détruire aujourd'hui et être serein avec le Covid-19, hein, on va dire, c'est de dégraisser dans un premier temps, de laver avec du savon et de rincer. L'hydroalcoolique fonctionne, mais ça ne va pas vous enlever ce côté lipide. La protection du Covid-19, c'est une couche de graisse. C'est pour ça quand on dit les muqueuses, ce virus est protégé par les muqueuses, donc il faut laver, il faut évacuer avec un lavage et du savon. Donc les aliments y compris, on lave nos aliments avec du savon avant de les consommer. Alors les aliments, tout dépend comment sont manipulés ces aliments. Donc effectivement, on peut donner un coup quand c'est des aliments bien évidemment protégés et on peut les désinfecter puisque les aliments frais, on ne peut pas les laisser en quarantaine. En revanche, quand on achète des produits secs, il est conseillé de les laisser au moins 3 jours dans un endroit confiné, on va dire. Si on peut les laisser 5 jours, autant les laisser 5 jours. On n'est pas obligé tout de suite de les ranger dans des placards ou il n'est pas conseillé. Maintenant, les produits secs sur lesquels on peut passer un coup de nettoyage, autant le faire. Autant le faire. Ouais. Moi, j'ai une question à poser sur l'hygiène. Je vois des fois, dans des restaurants, des personnes qui font la cuisine ou même qui servent à la boucherie, ils ont des gants. Certains n'ont pas de gants. Qu'est-ce qui est le plus hygiénique? C'est de porter des gants ou de ne pas porter des gants? Alors, avant de répondre à ta question, je voulais revenir vers Véronique pour voir si j'étais suffisamment clair parce que c'est pas évident de se prononcer trop pour ce Covid parce que les médecins se contredisent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le savon et l'évacuation, on a un résultat. Est-ce que c'est bon, Véronique? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci, c'est rassurant. D'accord. Merci beaucoup.
Oui, je vous en prie. Donc maintenant, après, je rebondis effectivement. Le gant, c'est un débat qui est très intéressant, c'est un sujet. Le gant n'est pas interdit, hein, sans aucun problème. Par contre, j'ai envie de dire, et on a toujours, nous les professionnels et les experts, on a toujours envie de dire, je préfère travailler avec des mains propres qu'un gant sale. Voilà. Si vous décidez d'utiliser un gant, mettez-vous en tête, pardon, qu'il faut mettre en place un protocole très strict. Donc ce protocole est très simple. Vous mettez un gant. Déjà, où sont stockés vos gants? Ils sont stockés en réserve sèche, ou la nuit, peut-être qu'il y a des souris, la poussière. On va croire, ça, super, on met des gants. Moi, déjà, là, il faut bien, en amont, voir comment on gère les gants. Ensuite, quand vous mettez les gants, étant donné que vous les touchez, il faut laver les mains avant, ce qui est logique. Si vous avez les mains sales, vous mettez des gants, vous allez contaminer les gants. Une fois que vous utilisez les gants ont une limite de durée, puisque vous transpirez. Les gants vous font transpirer. Donc un gant, ça va être ponctuel. Quand vous enlevez ce gant, parce qu'il est interdit de laver un gant, quand vous enlevez ce gant, il faut à nouveau se laver les mains. Donc il y a des contraintes, il y a des protocoles à respecter pour qu'il y ait un minimum de contamination quand on a cette gestuelle. On peut mettre un gant pour faire une série de productions et après ce gant-là, on l'enlève, on lave les mains et on enchaîne une deuxième série. On peut mettre les gants quand on va faire les courses aujourd'hui parce que après, on ne parle plus du côté professionnel parce que voilà, ça protège. Et ce gant-là, attention comment vous l'enlevez, parce que si vous l'enlevez n'importe comment, vous allez vous contaminer les mains. Donc, pareil, il y a un risque, c'est comme le masque. Allez, soyons fous, on est dedans. Hein, donc, je ne voulais pas trop vous embêter avec ça parce qu'on les entend tous les jours. Hein. On n'entend que ça. Le masque, quand vous l'enlevez, ne l'enlevez pas comme ça. Je veux dire, enlevez-le de manière à ce qu'il y ait une logique pour ne pas contaminer. Quoi dire sur le gant? Le gant aussi, c'est un gant fragile. Un gant peut rester accroché. Un gant, vous pouvez, il risque d'y avoir, justement, on parlait d'un danger physique. Un gant est fragile, il peut se déchirer à n'importe quel moment. Vous ne pouvez pas le maîtriser. Vous pouvez ne pas le voir. Et hop, déjà, vous avez un morceau de gant dans l'alimentaire, hein, donc il y a beaucoup de risques. Mais ce n'est pas interdit. Restez sur un protocole très strict en amont et jusqu'au bout de votre production, d'utilisation. Juste pour finir par rapport à cette question, et après je donnerai la parole à Jamila qui a une question, c'est de dire les personnes qui ont un gant aujourd'hui, qui préparent l'alimentation, qui touchent le téléphone ou qui rendent de l'argent avec ce gant. Finalement, ce gant, il ne sert plus à rien. C'est bien ça le sujet. Moi, je préfère que les gens n'aient pas de gants et se lavent les mains et puissent gérer effectivement, parce que les mains sales, on le sent, les gants sales, on ne sent rien. Le gant, ça fait office de double peau. Le gant va être obligatoire quand il y a une coupure, en revanche, ou alors il y a des protections, hein, donc pour des doigtiers, on appelle ça. Mais voilà, donc on peut l'utiliser pour ça, mais vraiment, ça reste pour moi un gant, ça reste exceptionnel. Et comme tu dis si bien, Serge, on le voit aujourd'hui hein, dans les commerces. Après, les gens sont sensibles ou pas. Quand on voit les gens, effectivement, qui se grattent les cheveux, ils se rendent plus compte. Ils ont un gant. Donc pour eux, le gant, voilà, c'est protégé, alors que c'est un faux problème et c'est un grand débat, en effet. Alors, moi, je ne peux pas, je n'ai pas de cheveux, mais ceci étant, je vais donner la parole à Jamila. Elle a peut-être quelque chose, elle avait une question. Oui, j'avais une question. C'était par rapport au lavage des mains dans la restauration ou chez nous, on se lave les mains comme on fait d'habitude. Il y a des spécificités. Ça me fait plaisir d'entendre ça, Jamila. Quand on dit à quelqu'un va te laver les mains, il va se laver les mains. Bon, jusqu'à là, pas de souci. On n'a jamais autant parlé de lavage de mains. Je ne sais pas si. Enfin bon, là, de toute façon, je n'apprends rien à personne hein, et puis je pense que ce n'est pas fini. Le lavage de mains, pourquoi on doit laver les mains? C'est très facile à comprendre. Hein. C'est juste avec les mains, qu'avec les mains qu'on va transporter tous les microbes. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que les mains. Quand on a dit ça, on se dit, bon voilà, donc potentiellement, c'est les mains qui sont le plus sensibles. Alors après, il y a différentes sortes de microbes. Hein. Donc, vous avez staphylocoque, vous avez quand vous sortez des toilettes, quand vous allez faire une action contaminante telle que vous vous mouchez, vous sortez les poubelles. Bon, il y en a, on peut en citer plusieurs, hein, beaucoup même. Dans le secteur professionnel, c'est très important, mais aussi dans le privé. Donc le lavage de mains,
se compose et on le décompose lors des formations, précisément sur 6 étapes. Donc, effectivement, on dégrossit pour que les gens comprennent bien. Et pourquoi? Parce que ces étapes-là, chaque étape a son importance. Dans un premier temps, je vais vous les citer. On mouille les mains et les avant-bras, on va prendre du savon bactéricide et on va frotter entre 20 et 30 secondes. À l'issue de ça, donc, on va prendre une petite brosse parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nid à microbes dans les ongles. On rince correctement et on essuie avec un essuie-tout jetable. Donc ça, c'est une obligation dans le cadre professionnel. Et on jette évidemment le chiffon l'essuie-tout dans une poubelle qui est équipée d'une pédale. Sinon, vous allez recommencer. Puis ça peut durer longtemps. Hein. Donc voilà, ça c'est une chose. Il faut aussi savoir quand on décontamine quelque chose, il ne faut pas le recontaminer derrière inconsciemment. Donc c'est important. Le lavage de mains, donc pourquoi il faut laver les mains, voilà, et à quel moment? C'est à tout moment où on risque de contaminer, donc le plus souvent possible. Et aujourd'hui, c'est conseillé, et notamment pour le Covid-19, et là j'insiste, qui est une molécule particulière, et il n'y a que le lavage de mains qui peut effectivement le détruire, puisqu'il ne vit pas. Quoi. J'ai répondu, Jamila, ou il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées? Oui, j'avais autre chose par rapport au lavage des mains, ce qui est plus compliqué. Imaginons, on est dans une cuisine, dans la zone de préparation. Donc, si on ne met pas de gants, bah, j'ouvre une porte, je prends un produit. À un moment donné, je ferme la porte. On se lave les mains, en fait, combien de fois, en fait? Alors, quand vous êtes dans une zone de production, normalement, si vous sortez, c'est différent. À partir du moment où vous quittez votre zone de production, vous êtes contaminé. Il n'y a pas de mystère, puisque soit à un moment donné, vous allez serrer la main à quelqu'un, soit vous allez toucher une poignée de porte. Quand vous êtes dans une zone de production, normalement, les poignées de porte sont décontaminées, les poignées des chambres froides sont décontaminées et les outils et le matériel est décontaminé. Si vous êtes amené à déconditionner une matière première avec ce qui arrive régulièrement, bien évidemment, moyennant le carton que vous allez enlever, c'est contaminant. Le carton est interdit. Donc, tout acte que vous allez effectuer hors du laboratoire, vous devez vous laver les mains. J'avais autre chose. Ah oui, durant mes formations, je fais juste une parenthèse, durant mes formations, je fais intervenir les participants moyennant un gel UV. Donc, je leur dis tout simplement, tiens, vous allez me frotter les mains, un petit peu de gel, et vous allez laver les mains. Donc, je les laisse se laver les mains, et quand ils reviennent, j'ai une lampe ultraviolet, et on regarde les endroits qui ne sont pas propres. Et je vais vous dire, c'est impressionnant. Je pense que Jamila peut le faire le retour. Je laisserai la parole pour confirmer si tu veux. C'est impressionnant que le lavage de main, l'importance du lavage de main, quand on y va à 30 secondes, c'est pas juste frotter au même endroit, c'est entre les doigts. C'est bien frotter des endroits où on ne va quasiment jamais. Et c'est ça le plus dangereux. C'est pour ça aussi qu'on dit l'hygiène du personnel, ce n'est pas lié que au niveau du lavage de main, c'est aussi la tenue, c'est aussi la protection. Il faut bannir les bijoux, les montres, les gourmettes, et donc effectivement tout ce qui peut contaminer et ne pas se gratter la tête, même si on n'a pas de cheveux, ça n'a pas d'importance. C'est là où il y a le plus de microbes. Et on sait aussi que dans les statistiques, on perd 30 cheveux. Bon, moi, j'en perds pas mal aussi. Apparemment, j'ai dû en perdre 30 cheveux par jour. C'est une statistique, mais il n'y a pas que pour les hommes. Donc, c'est aussi un gros nid de microbes. Même quand vous vous lavez les cheveux, il y a toujours c'est un nid de microbes, les cheveux. Donc, il y a une coiffe, il y a une tenue réglementaire dans l'hygiène du personnel qui n'est pas liée que au lavage de main. Mais c'est quand même le plus important. Est-ce que Jamila, ça a répondu à ta question? Ouais. Voilà, très bien. Moi, j'ai envie de te poser une question. Quelle est la différence entre une intolérance et une allergie? Parce qu'aujourd'hui, dans chaque restaurant, il y a une liste où les allergènes et autres, les produits. Et quelle est la différence entre une allergie et une intolérance?
encore une fois, c'est une bonne question. Comme toutes les questions, bien évidemment, il y a de plus en plus d'allergies. Il y a plus de 2 millions de personnes qui sont allergiques aux aliments, enfin aux allergènes précisément. Il y a 14 allergènes, hein. Et donc la différence, une intolérance, c'est-à-dire que l'intolérance va rester les symptômes, hein. En règle générale, on retrouve le gluten qui est en tête et puis le lactose. Donc l'intolérance va avoir comme conséquence des troubles digestifs. Évidemment, c'est pas agréable. Donc vous avez la diarrhée, vous avez des crampes et ainsi de suite. L'allergie peut aller beaucoup plus loin dans les conséquences, puisque une allergie, vous pouvez avoir un œdème de Quincke, vous pouvez être aussi victime d'un choc anaphylactique, c'est-à-dire que si vous ne sauvez pas la personne qui fait un choc anaphylactique, vous êtes obligé de lui introduire de l'adrénaline dans les 15 minutes qui suivent, sinon il meurt. L'œdème de Quincke, il s'étouffe puisqu'il gonfle. Et vous avez aussi d'autres allergies, c'est l'irritation, c'est aussi les eczémas, c'est aussi le trouble de la gorge, enfin voilà. Donc c'est très important et il y en a de plus en plus. Donc le professionnel, quand je vous parlais de formation et d'information, le professionnel aujourd'hui doit être informé et doit être dans l'obligation de prévenir sa clientèle en cas de demande. Alors, il n'est pas obligé d'afficher cette liste, puisque ce n'est pas forcément une liste qui est facile à consulter, mais il est obligatoire de pouvoir répondre effectivement aux questions, parce que les personnes peuvent mourir. On parle d'intoxication alimentaire, et là, on parle tout simplement de l'allergie, qui est beaucoup plus dangereuse que l'intolérance, mais qui peut aussi rendre malade. L'intolérance, c'est vraiment pas agréable. Alors, on peut tous être allergiques, hein. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de typologie de personnes spécifiques, hein. Tout le monde aujourd'hui peut avoir de l'allergie et ne le sait pas. Et ça peut arriver du jour au lendemain. Quoi d'autre sur les allergies? Voilà, donc le professionnel formé et informé prend ses responsabilités et prend conscience. J'ai une question de Nathalie, elle me la pose par écrit. Petite question, alors je lis ce qu'elle m'a écrit. Est-ce que vous voulez la poser directement ou je vous la lis, Nathalie? Allez, je vous ouvre le son. Vous voulez que je la pose? Je la pose. Petite question. En cuisine centrale, les protocoles sont en général bien suivis. Mais dans les petites structures, difficile d'avoir les gestes très rigoureux. Du coup, quel discours avoir avec les agents de cuisine? Faudra-t-il être plus strict qu'avant? Voilà. C'est votre question. Je l'ai bien posée, Nathalie. Un pouce levé. Formidable. Merci, Nathalie. Alors, ça me fait plaisir d'entendre aussi cette question, puisque c'est quand même très important. Aujourd'hui, quand je vous avais parlé du paquet hygiène depuis 2006, j'ai envie de dire deux choses. On fait ce qu'on veut, il faut un résultat. Alors, les moyens, quand on va parler d'une petite cuisine, d'un artisan, quand on parle aussi d'une collectivité, forcément, on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes nombres de personnel. On n'a pas les mêmes produits, les mêmes matériels, le même matériel. Par contre, ce qui doit être identique, c'est de garantir une sécurité alimentaire. Donc, il y a un minimum à garantir. Donc, comme dans les petites structures, hein, j'espère pouvoir réellement être dans le questionnement de Nathalie, dans les petites structures, il y a une réglementation européenne à respecter, à savoir le lavage de mains, le nettoyage et le respect des produits de stockage pour justement éviter l'intoxication alimentaire. Et il y a certains j'accompagne des porteurs de projets de différentes typologies. À certaines personnes, je dis voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire? Quel moyen tu as? Qu'est-ce que tu as comme local? Donc, à un moment donné, on va lui dire maintenant, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible parce que si tu veux exploiter ces produits-là, tu ne seras pas équipé pour, donc tu ne peux pas. Il faut savoir à un moment donné leur dire non, ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai répondu ou est-ce qu'il y a plus de détails? Le pouce levé, Nathalie, ça veut dire que c'est bien. C'est dommage qu'on n'entende pas. Oui, a priori, elle me dit qu'elle doit avoir un souci avec son micro. Ah.
enfin là, le casque et par rapport au micro. Mon micro ne doit pas fonctionner, désolé. Simplement, en bas, il faut l'ouvrir en fait, le micro. Là, vous avez effectivement, Voilà. voilà, vous allez dessus et vous mettez comme quoi Ouais, vous mais pouvez utiliser le micro. elle parle, Serge, mais ça marche pas. Voilà. Alors, je parlais pour le Covid surtout. Voilà. C'était. Ah, pour le Covid? Voilà, je lis ce qu'elle a écrit. Hein. Oui, alors le Covid, Et elle a dit, là, j'ai plus de cheveux que toi. Je t'ai mieux peigné quand même. n'importe quoi. Ben, attends, on débattra après. Alors Nathalie, pour le Covid, la restauration aujourd'hui n'a pas encore l'autorisation d'ouvrir les restaurants parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont, enfin, bon, sont pas encore en place et on ne sait pas comment évoluent les choses. Sur la vente emportée, il faut que ces gens-là aient le masque et aillent plus loin des protocoles qui sont connus et aillent encore davantage se laver les mains et davantage aussi être vigilant sur des produits qui traînent et surtout la contamination entre eux. Parce que la contamination se fait entre personnes. Ça, c'est un premier enjeu qui est très important. Et là, les gens, parfois, ne se rendent pas bien compte parce que c'est quand même très important de le dire. Maintenant, au niveau des denrées, une denrée qui est cuite n'a pas de risque. Une denrée qui est cuite n'a pas de risque. Voilà. Donc, j'espère. Alors, le Covid, c'est vraiment un débat assez particulier quand même. C'est pour ça aussi aujourd'hui qu'ils sont défavorables à ouvrir les cuisines centrales, à ouvrir des cuisines où ils génèrent beaucoup de personnes. Donc, même quand ils ouvrent les lycées, moi, je suis en contact avec le Greta qui me disait justement, non, les lycées sont ouverts, mais il n'y aura pas de cantine. Voilà, c'est fermé. La restauration est fermée. Et il faut décontaminer complètement la cuisine après chaque production, après chaque journée. Eh oui, normalement, aujourd'hui, c'est des consignes strictes. Quand la restauration veut bien, on va dire partiellement démarrer. Mais le risque, on ne va pas faire n'importe quoi parce que, bon, je ne vous apprends rien, hein, vous avez tous suivi les infos. Donc, ça va, Nathalie, j'ai bien répondu ou il manque un petit quelque chose? A priori, elle va m'écrire un petit message. Euh, alors, je parlais. Merci, oui. Désolé pour le micro. Voilà. Donc, j'ai tout lu. Hein. Il n'y a pas de mal, elle nous suit. C'est l'essentiel. Il y avait une autre question, non, ça? Non, oui, il y a d'autres questions, mais on accompagne une chaîne de distribution qui a réouvert sur des produits à emporter. Aujourd'hui, ils ont mis en place tout un process pour pouvoir ouvrir, accueillir les gens convenablement. C'est que de la emporter. Donc, les gens viennent chercher leur pizza, hein, on ne va pas se cacher, et puis repartent avec. Et ils ont mis ça en place, tout un protocole avec les employés, les responsables pour pouvoir ouvrir leur restaurant, mais simplement sur de l'emporter. Et c'est un gros travail de fond et ils ont quand même travaillé 2 jours dessus. Oui. Il y a des consignes très strictes et puis beaucoup augmenter les protocoles de nettoyage et notamment de l'humain, quoi, parce que il faut la distance aussi et puis c'est bien là la problématique. Le masque va durer 3 heures, hein, donc il faut changer de masque. Il y a des contraintes, hein, il y a quand même pas mal de contraintes et puis c'est des grands débats. Quoi. Je vois un petit pouce levé vers Jamila. Ah, Jamila. Je voulais rebondir sur ça justement parce qu'on parle de vente à emporter. Comment on voit la restauration à table après confinement? Déjà, il y a la distance. Moi, j'ai vu. En termes de distance, de port de gants, de… Après, chacun, j'ai envie de dire, doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, le gouvernement n'a rien mis en place puisque ce n'est pas à l'ordre du jour sur les restauration sur place. D'autres pays l'ont mis en place. Je ne sais pas si vous l'avez vu, notamment en Chine où ils ont mis des plexis. Quelqu'un a pu l'apercevoir. J'ai vu aujourd'hui cette image avec des plexis sur le latéral et des plexis en face. Donc, si vous êtes en tête-à-tête, vous avez un plexi en face de vous. Donc, ils ont décidé de faire ça. Vous le verrez peut-être. Hein, ça se développera certainement sur les réseaux, mais j'ai eu la chance de le voir. Ça fait bizarre. Moi, je pense qu'en France, on n'est pas prêt aujourd'hui à ouvrir et ils ne sont pas du tout prêts à ouvrir la restauration à table. Ou alors, si vraiment il y a une table sur 4, éventuellement pour les gens qui ont de la surface. Hein, et ça reste quand même compliqué.
Parce que moi, j'ai entendu en termes de distance 1 mètre ou 1,50 m. Alors ça, c'est une super question que j'aime bien. Pour être sûr de vous, vous écartez les bras Ouais. à l'horizontale et ça vous fait la distance de sécurité. Et ça varie minimum 1 mètre jusqu'à 1,50 m. Vous êtes en sécurité. Écartez les bras. Voilà, exactement comme Jonathan il fait. À l'horizontale et ça vous fait votre barrière de sécurité. Merci Jonathan. Merci. Alors oui, parce que pour manger avec le masque, c'est pas facile. C'est vrai, j'avoue. Il y a une paille, peut-être, avec une paille. Donc les baguettes et le masque, moi, j'y arriverai pas. Donc c'est pour ça que voilà. Je voulais poser une question. Oui, dis-moi, c'est vrai. Sur la rupture de chaîne de froid. J'ai envie de te poser une question. C'est quoi la rupture de chaîne de froid? Alors, on l'avait dit tout à l'heure, là, quand on avait parlé du froid, suite à la question de Jamila, c'est vrai que la rupture de froid, chaîne de froid, il y a chaîne de froid et chaîne de chaud. Alors, rupture de chaîne de froid, c'est effectivement, je vais quand même vous révéler quelque chose. Quand vous êtes dans le professionnel, bien évidemment, vous avez des produits les fournisseurs vous livrent des produits. Des produits qui viennent d'agriculteurs, des différentes étapes de production, de transformation. Dans cet acheminement, il y a aussi le stockage. Hein, donc, et là, j'appelle ça de la fourche à la fourchette. Donc, dans cette réglementation européenne, il y a des contrôles par rapport aux alimentations animales, aux pesticides chez les agriculteurs, les transformations de viande, tout ça. Donc, il y a une réglementation qui est très stricte. Et là, effectivement, le froid a une grande importance puisque c'est stocké, c'est fabriqué, c'est stocké. Il n'y a pas de rupture de froid parce que c'est très important. Et après, vous avez la logistique. Ils vont le stocker dans de la logistique, dans des hangars. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui ont des protocoles à respecter. Il n'y a pas que vous à la fin du circuit. C'est vous qui avez qui réceptionnez ce produit. C'est à vous de contrôler la réception et que ce produit-là, s'il n'est pas conforme au froid, par exemple, vous faites un contrôle de froid à réception de marchandises. Si vous acceptez ce produit, vous êtes potentiellement responsable. Si c'est un produit surgelé qui est à moins 18 et vous le contrôlez, vous ouvrez le carton et ce produit, il est complètement figé, il est complètement fondu à l'intérieur, c'est un gros bloc, vous refusez. Et on appelle ça, en amont, il y a une rupture de froid, de chaîne de froid. C'est flagrant. Et même si le camion arrive à moins 20 et puis votre produit est à moins 20, c'est un signe qui va vous permettre de dire, à un moment donné, il y a une rupture. Sur certains produits, on le verra moins, mais sur des produits frais, en général, c'est à vous de vérifier quand vous réceptionnez cette marchandise, parce que vous êtes potentiellement responsable. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Ouais. Oui, Jamila voulait rebondir. Oui, Jamila. Je vais reprendre quand tu dis vérifier les produits. C'est on ouvre tous les cartons. Alors, oui, c'est très simple. C'est-à-dire, vous vérifiez déjà le nombre de colis. J'ai envie de dire, c'est de la gestion, hein, donc financière, puisque vous commandez 50 colis, ils ne vont pas vous en livrer 40. Donc, déjà, vous regardez sur le volume si vous avez assez de colis. Derrière ça, vous devez vérifier si sur chaque colis, il y a de la traçabilité. Parce que ce colis-là, vous allez le stocker dans vos réserves, que ce soit sèche ou froide. Donc, vérifiez s'il y a de la traçabilité. Et ça vous permet aussi de regarder les dates, les DLC, les DLUO, les DCR. Je ne sais pas si ça vous parle, on peut en parler. Et en parallèle à ça, pour le froid, il n'est pas nécessaire d'ouvrir tous les cartons. Vous ouvrez un carton, vous prenez une sonde, un thermomètre à sonde, vous mettez 2 poches l'une sur l'autre et vous contrôlez votre température du produit. Voilà, donc est-ce que je réponds? Et après, effectivement, vous validez le fait que le produit est conforme. Moi, j'ai une question. Oui. Les œufs, donc c'est la poule qui fait l'œuf. Une fois qu'elle a fait l'œuf, on le met dans le frigo ou on le laisse dehors? Bonne question. Les œufs, alors ça, c'est un débat.
les œufs au frais et les œufs en température ambiante. Donc, si vous décidez de stocker vos œufs au frais, vous allez avoir des œufs poreux. Je ne sais pas si quelqu'un a fait l'expérience. Et cette protection, ça s'appelle le cuticule. Et cette protection est naturellement antibactérienne. De par, c'est la nature qui fait ça, votre œuf n'est pas contaminé. À partir du moment où vous le mettez au frais, il est sensible. Donc, quand vous utilisez des œufs au frais, utilisez-les quand vous les sortez en température ambiante, vous les consommez. Vous ne pouvez pas laisser un œuf de la chambre froide à 4 degrés dehors en température 25 degrés ou 30 degrés pendant 1 heure et demie et le remettre au frais. Il n'y a plus de protection sur ces poreux. Le cuticule a disparu naturellement. On ne lave pas un œuf, c'est interdit. Enfin, c'est interdit, c'est pas conseillé. Alors, l'œuf, je continue sur l'œuf, hein, donc comme ça donnera une idée. L'œuf, un œuf extra frais, c'est maximum 9 jours après la ponte. Et après, vous avez différentes catégories d'œufs. Bon, ben, après, on ne va pas non plus débattre beaucoup sur ces catégories-là. Donc, ça, c'est un débat aussi, bio et autres. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à la question de Serge. On a le droit de mettre les œufs au frais, mais il y a danger. C'est pour ça que quand vous achetez les œufs aujourd'hui, ils sont d'une part propres, parce que là aussi, il y a des protocoles. Avant, on avait pas mal d'œufs qui étaient, on avait de la terre, on avait des plumes, on avait tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on ne le trouve plus. Donc, il y a quand même un gros, heureusement d'ailleurs. Et donc, les œufs aujourd'hui en grande surface sont en température ambiante. Et la DLC d'un œuf, c'est la DCR, la date de consommation recommandée. Voilà, comme ça, je vous aurais parlé des œufs jusqu'au bout. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a Caroline qui a une question. Son micro est ouvert, Caroline. On peut l'entendre. Oui, vous m'entendez? Bienvenue, Caroline. C'est un plaisir, Oui. Caroline. Bonjour. J'ai une question, oui. Alors, alors, je vais revenir un peu sur le Covid, mais sur l'après-Covid, parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu là pour les restaurateurs sur l'après-Covid. Oui. Et je me disais que les consommateurs, les clients allaient vraiment avoir besoin d'être rassurés. Moi, je me dis sur quel protocole aujourd'hui, on peut imaginer communiquer auprès de ses clients en leur disant voilà, nous en cuisine, il se passe ça. Ne vous inquiétez pas, il se passe ça. Alors, en même temps, d'être suffisamment, on va dire, technique, mais en même temps rassurant aussi. C'est-à-dire que si on rentre dans des choses un peu, qui ne parlent pas forcément aux clients, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que, alors, j'ai deux questions sur quel protocole il serait intéressant de communiquer auprès de nos clients. Alors, hormis le lavage de mains, on est d'accord. Et un peu sous quelle forme est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir une charte? Est-ce qu'on doit avoir… Enfin, je ne sais pas. Voilà, je réfléchissais à ça. Oui, alors le client, avant toute chose, il voit l'environnement. Quand il rentre dans votre restaurant, il voit ce qui se passe autour de vous. Il aura déjà une impression. J'ai envie de dire, hein, déjà à première vue, moi je réagis comme ça quand on va dans un restaurant ou dans un lieu, on regarde déjà ce qui se passe. On regarde déjà la tenue de la personne. Donc déjà, ça parle. Quand on voit que la personne a des vêtements sales. Donc on peut rassurer ce client, effectivement, puisqu'il veut venir vous voir. Donc il faut qu'on lui donne, on suscite une confiance à ce client pour qu'il ait envie de venir. Et les termes, enfin, je veux dire, ce qu'on peut lui apporter, c'est pas trop des termes techniques parce qu'on va le perdre. À moins qu'il vous pose certaines questions, il faut y répondre, bien évidemment. Mais il faut dire, voilà, nous avons mis en place un système, un protocole avec des produits professionnels qui ont leur fiche technique pour qu'on puisse garantir une sécurité alimentaire. On travaille d'autant plus sur, oui, il faut insister sur le lavage de mains. On travaille d'autant plus aussi sur les bonnes pratiques à l'hygiène, sur le bon fonctionnement, il ne faut pas sortir les aliments trop tôt, il faut ranger au fur et à mesure. Et puis parfois, on peut dire aussi que voilà, on va commencer par limiter le nombre de plats, on va commencer par… ça peut être des exemples aussi en fonction du secteur d'activité qui peut aussi rassurer le client et surtout se dire que voilà, on a un équipement complet, un équipement propre, on change nos masques toutes les 3 heures parce que les gens entendent aussi les infos. Et quand ils entendent des infos, et je vous assure, et tout le monde le sait, de toute façon, il n'y a pas de secret, il y a beaucoup de contradictions aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de doutes.
on entend d'autres pays, hein, c'est pas la France, hein, c'est mondial. Hein. Voilà, la pandémie fait peur. Donc, à un moment donné, le risque, c'est l'humain. Le risque, avant toute chose, c'est l'humain, c'est le contact humain. Donc là, vous pouvez lui expliquer qu'il y a une personne, il y a deux personnes derrière qui, effectivement, travaillent à chacun sur son plan de travail, qui respectent un protocole, qui respectent un process d'hygiène, de nettoyage. Et tous les soirs, on désinfecte notre cuisine. Je pense que ça, je ne sais pas si j'ai répondu, mais il ne faut pas non plus aller au-delà, mais voilà, répondre réellement aux besoins et à la demande du client. Caroline, c'est bon pour la réponse? Merci. Et surtout, regardez ce que le client voit et ce que nous, le commerçant a tendance à ne plus voir. C'est-à-dire l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour. S'il y a plein de choses qui traînent de partout, des gants sales. Serge le disait tout à l'heure, quand on va dans une boulangerie ou n'importe quel commerce, on voit que la fille n'est pas formée, la personne n'est pas formée, elle prend les gants pour ça. Donc, personnellement, en tant que client, ça ne me rassure pas. Donc, il faut aussi savoir le rassurer sur le visuel. Ça vous va, Caroline, comme réponse? Parfait. Merci beaucoup. Il y a Éric Morillon qui veut poser une question. Oui, mon Éric. Salut, bonjour à tous. Salut, mon Éric. Ça va? Ouais, super. Alors, moi, j'ai deux questions en une. Oui. Comme ça prendra. En fait, qu'est-ce qu'on a comme risque dans notre frigo et dans notre congèle? Je vais même insister sur le congélateur. Tu vois, parfois, on a des congélateurs qui sont pleins. On a tendance à prendre toujours ce qui est dessus. Voilà, par exemple. Quels sont les risques des produits qui restent très longtemps dans le congélateur, déjà? Et puis après, quels sont les risques dans nos frigos? Pour faire un peu plus large. C'est génial, mon Eric. Alors là, tu peux pas, c'est génial. Tu me fais plaisir parce que je partage ça avec plaisir. Alors, effectivement, je ne voulais pas trop vous embêter sur le côté familial, hein, mais rappelez-vous du pourcentage d'intoxication alimentaire. C'est énorme. Ouais. Donc, d'autant plus actuellement, puisque les gens, ils s'occupent, donc ils font de la cuisine. Je ne sais pas si tu en fais, Eric, hein, mais même Serge, il s'y met maintenant. Il fait non, je rigole. Il fait de la cuisine, et puis voilà. Donc, parfois, on fait des choses et on croit savoir, si on ne sait pas. Donc, il y a forcément un risque. Donc, pour le congélateur, un congélateur, on va dire familial, il faut le faire ponctuellement congeler un produit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'équipement. Quand vous achetez un produit chez Picard ou n'importe où Thiriet, je ne fais pas de pub, hein, de toute façon, ce n'est pas du congelé, c'est du surgelé. D'accord? On peut congeler une viande qu'on ne consomme pas tout de suite. Ça permet effectivement de ne pas la jeter. Ça permet aussi… Marc, Comment? ça se fait quoi la nuance entre congelé et surgelé pour le coup? Pour bien comprendre. Oui, j'arrivais dessus, mais ça fait un bon. Alors, le surgelé, c'est dans le cadre professionnel, par principe, il est interdit de congeler. Il est interdit de congeler, c'est strictement interdit dans le cadre professionnel. Les aliments peuvent être surgelés, moyennant un protocole, et on appelle ça le matériel, c'est une cellule de refroidissement. Donc, cette surgélation va surgeler, saisir le produit à cœur à moins 30, moins 40, moins 50 degrés. Donc, ce produit est saisi, c'est-à-dire qu'il ne perd pas ses vertus et ni sa valeur organoleptique. C'est un produit qui ne bouge plus et qui sera conservé au congélateur. Nous, on fait un peu n'importe quoi. On fait pas de sous-vide, on fait du sous-vide, on a un congèle qui va s'ouvrir régulièrement, on a des gamins qui viennent prendre de la glace qui laissent ouvert, donc il y a une variation de température. Votre produit va brûler. Votre produit il va mettre, pour peu que tu congèles un truc un peu épais, tu sais, une matière un peu épaisse, tu t'imagines le nombre de temps qu'il va falloir pour qu'il soit congelé à cœur. Donc après, parfois, on ne protège pas, donc il brûle, il a une odeur. Hein, on appelle ça brûler. Le produit, il brûle, l'azote, ça brûle. Donc, c'est un petit peu ça. Et aussi, là où ça peut être pratique, comme je te dis, tu veux manger du poisson et tu as envie de manger ce poisson mi-cuit, eh ben, tu as peur du ver solitaire, tu le congèles. Tu le congèles la veille, tu le ressors le lendemain, tu le laisses à 4 degrés et tu peux manger ton poisson mi-cuit. D'accord. Mais du coup, dans un congélateur, quand on va mettre des produits, il y a un délai maximum, enfin, je ne sais pas, pour du pain, pour de la viande. Enfin, comment on peut faire pour gérer notre congélateur, justement? Parce que, alors,
Le délai, c'est pas nous qui le déterminons, c'est le moins longtemps possible. D'accord. Voilà. Plus tu le laisses, et plus ton produit va être mauvais, quoi, je veux dire, au niveau vertu. Il va tout perdre. Vous mettez un steak, une viande, c'est dommage. Voilà. Maintenant, ils vendent aussi des cellules privées, hein, donc pour surgeler, hein, donc dans le privé. Pour ceux qui sont à la campagne, qui ont des bahuts, qui veulent stocker, mais ils surgèlent. Donc après, voilà. Sinon, tu peux congeler, mais le moins longtemps possible. Franchement, il n'y a aucun intérêt de congeler pour congeler, quoi. Mettez une date. Il y a des petites étiquettes, hein, qui existent. Hein. Fermez bien votre produit. Fermez-le bien, le produit. Et si vous avez un produit à risque, si vous avez des tiroirs, ne le mettez pas devant. Mettez-le au fond du tiroir. Ça, c'est aussi, même dans le professionnel, hein, des produits à risque dans une chambre froide, on ne les met pas à l'entrée, on les met au fond de la chambre froide. Et pour le frigo, bonne question. Le frigo, protégez les aliments. Ne laissez pas des aliments ouverts. Il est interdit. Je vous déconseille de mettre des boîtes ouvertes, des boîtes de conserve dans un frigo. Et un frigo, en règle générale, quand vous mettez du frais, vous avez la DLC sur les… Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les différentes sauces. Là, tu sais, pour vous faites une pirade, il y a marqué à consommer un mois après ouverture. Ouais. Donc, respectez bien aussi ces consignes et puis cette traçabilité. Alors moi, je vais vous dire que pour les frigos, effectivement, il faut éviter de mettre trop de choses dans les portes. Enfin, éviter. Parce qu'il y a une vraie différence de température dans la porte, en fait. Comme on l'ouvre, et que du coup, il fallait éviter de mettre plutôt des boissons, mais éviter certains produits parce que ça fait vraiment une vraie différence de température entre le frigo fermé et le frigo ouvert. Tout à fait. Alors, imagine, tu as 6 gamins. Il en a 6. Hein. Il en a 6. Ouais, j'en ai 4 déclarés vraiment, et puis 2. Ouais, ça arrive. Hein, je comprends. Oui, écoute, après, voilà. Mais bon, on débattra après. Mais oui, voilà. Pour le coup, le frigo, si tu as 6 personnes à la maison, il va s'ouvrir 6 fois plus que quand tu es seul. Ouais, soit. Déjà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tu as aussi le phénomène du frigo en lui-même. Tu as différentes qualités. Et tout va se jouer sur le joint. D'accord, oui. Voilà. Si ton joint il est abîmé, dans un professionnel, on rentre ça dans les non-conformités, hein, donc des contrôles, mais à la maison, tu ne fais pas. Souvent, ce joint, il se décolle. Hein, le frigo, il tient encore, il est à 4 degrés. Un conseil aussi, mettez un thermomètre dans votre frigo. Ah, ok. Ça permet aussi de regarder, parce qu'une sonde reste, on va dire, matériel. Ça peut déconner, quoi. D'accord. Un petit thermomètre auxiliaire, hein, c'est pas… Et au fait, un petit aparté. Est-ce que quelqu'un a une idée comment on peut tester un thermomètre? Moi, je sais. Fonctionne ou pas? Serge, tu l'as entendu? Non, pas toi. Je n'ai pas le droit de jouer, moi. Non. Je suis sûr que tu m'as squatté l'information l'autre jour. Tu as écouté. Jamila, elle le sait. Jamila, est-ce que tu as retenu? Je suis pas sûre de le savoir. C'est dans de l'eau avec des glaçons? Ah, tu me rassures, ouais. Me voilà rassuré. Alors, vous mettez dans de l'eau et du glaçon et votre thermomètre doit être à 0. Ah bon? Vous avez bien fait de venir ce soir. Ouais, comme ça, vous n'avez plus de doute. De l'eau, des glaçons, on doit être à 0. Ouais. Moitié eau, moitié glaçon. Quand tu dis un verre et des glaçons, Eric, il est à l'apéro. Hein, il n'est pas dans l'eau. Oui, je suis à 7,27. C'est pas l'eau, il n'est plus dans l'eau. Eric, Eric, tu testes avant de boire le pastis parce qu'après le pastis, tu risques de mettre le thermomètre dans le pastis, donc ça craint un peu quand même. Ouais, c'est pas. Mais non, mais je retiens l'eau. J'ai pas dit que je la boirais, j'ai dit que c'est pour le test. Non, c'est une petite astuce. J'en ai plein. Hein, si vous pas ça. avec plaisir. Alors, une dernière chose, si je peux rebondir, je sais qu'on n'a pas assez de timing, Serge. Une dernière petite chose, et ça, c'est très important pour vous. Quand vous achetez une boîte de conserve, n'achetez pas une boîte cabossée. Oui. Voilà. Parce que là, vous chopez. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'intérieur de la boîte ne protège plus les aliments et vous risquez d'avoir une bactérie qui se développe. C'est comme quand vous stérilisez mal vos pâtés à la maison ou autre, quand vous ne respectez pas les températures, ça, et ben vous risquez d'avoir le botulisme. C'est une bactérie qui va vous rendre malade. Alors, la boîte, quand elle tombe par terre, vous l'utilisez puisqu'elle vient de tomber.
potentiellement, il n'y a pas de risque. Mais si vous l'achetez dans un commerce, vous ne savez pas depuis combien de temps, parce que nous, j'interviens aussi dans les grandes surfaces, il est interdit de vendre des boîtes cabossées. Voilà. Je voulais encore vous passer ce message. On va conclure puisqu'on a dépassé un petit peu l'heure. C'était très instructif, c'était passionnant. Est-ce que tu as une conclusion par rapport à tout ce qui s'est dit ou pas? Et si, dernière petite question à poser, vous pourrez facilement je vous enverrai un petit mail à chacun en vous demandant déjà si la conférence vous a plu. Si vous avez des questions, vous pourrez encore les poser. On restera à votre écoute pour répondre encore à vos questions, même une fois la conférence fermée. Et dans ces cas-là, oui, avec plaisir. On prendra avec des grand plaisir. rendez-vous individuellement. Je t'en prie, je te laisse faire la conclusion, Marc. Écoutez, j'étais ravi, c'était un grand plaisir parce que c'est un plaisir aussi de transmettre une passion et de partager plein d'idées. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à voir, plein de choses enfin, sur plein de points qu'on pourrait débattre et plein de choses intéressantes. Et comme dit Serge, si vous avez d'autres questions, moi je suis aussi on est disponible pour répondre à vos questions aussi. Alors merci à toutes et à tous. C'était un grand plaisir d'être avec vous et puis d'avoir pu échanger. Puis n'hésitez pas à l'issue, si vous vous posez des questions, parce qu'on n'a pas fini, on est encore à la maison, on ne part pas et on reste à votre disposition avec un grand plaisir. Voilà. Alors, des web conférences, il y en a assez régulièrement puisque la prochaine, elle sera sur le recrutement le 21 avril. Le 23 avril, vous avez une autre conférence qui sera sur le sport en entreprise, pourquoi il faut faire du sport. Vous verrez, on a un coach sportif qui vient. Pour le recrutement, on a vraiment un expert du recrutement qui sera présent ce jour-là. Pour le management du sport, on aura un sportif de haut niveau qui sera là et qui nous fera le lien entre le sport et le management du sport. Est-ce qu'on peut l'adapter au sein de l'entreprise? Et puis le 30 avril, c'est que le vendeur a des super pouvoirs pour vendre. Voilà. Ce sera la dernière thématique du mois d'avril. Si vous voulez, vous êtes intéressé, vous pourrez toujours vous brancher et puis nous écouter, nous demander les codes d'accès. Vous serez tous les bienvenus. Je tenais vraiment à vous remercier de votre présence, des petits messages qui arrivent et qui sont très, très, très sympathiques. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, faites attention. Et puis, le soleil se lève, demain il fera jour, il fera meilleur. Et puis, on pourra sortir, s'alimenter, retrouver nos restaurants, vous retrouver peut-être derrière vos cuisines. Et dans ces cas-là, on aura le plaisir de déguster vos plats. Je vous souhaite une merveilleuse, une excellente soirée. Je vous dis à très vite, à bientôt et merci beaucoup. Vraiment infiniment. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Vous prenez bien la distance qu'il faut pour la sécurité. Rappelez-vous, hop, les mains à l'horizontale et ne prenez pas de risques. Ce n'est pas fini. Merci beaucoup. Et il n'y avait pas d'autres questions de toute façon. Donc, non, c'est bon. Très bien. Eh bien, écoutez, à très vite, alors j'espère. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et au plaisir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, Marc, je te fais un coucou quand même. Hein. Tu m'entends? Oh, Nicole, oui. C'est Nicole, voilà. Arriver. Écoute, j'arrive il y a 5 minutes. Je suis vraiment désolée de l'arrivée tardive. On a eu une petite réunion qui s'est prolongée. Je n'avais pas fait de demande de participation. Je n'avais pas de Zoom sur mon ordi. Bon, bref, j'ai réussi à faire le final. Ouais, super. Mais c'est gentil d'être venu quand même. Bon, après, on a bien débattu aussi sur plein de thèmes tous les deux, mais c'est vrai que voilà, c'était bien intéressant, mais ça fait plaisir de te voir. Hein. Okay, bah, écoute, c'est intéressant de se voir dans un autre contexte. Hein. Exactement, exactement. Du coup, ouais, j'attendais Laurent, hein, tu vois, il n'est pas venu. Hein. D'accord, ok. Ah bah tu vois, il y en a qui disent qu'ils font et d'autres qui font. Ouais, non, mais c'est pas super. tout à fait ce qu'on avait prévu. Et du coup, les participants, là, c'était qui? Vous les connaissez pas forcément des restaurateurs ou pas Oui, il y a une partie effectivement des réseaux sociaux. Serge aussi, dans son réseau, comme on en enchaîne pas mal, tu sais, parce que notamment le recrutement qu'on va enchaîner et puis d'autres conférences, hein, tu peux participer avec grand plaisir. Hein. Et puis donc Serge, je sais pas, tu peux prendre la parole pour il y a des gens aussi qui sont que tu connais, qui sont intervenus, mais il y a des restaurateurs, hein, la plupart. Alors, bonjour Nicole. Bonjour, oui, donc du coup je vais me présenter peut-être. Donc je suis Nicole Ensanière, moi je suis
conseillère en formation au Greta, dans le réseau des Greta. Et du coup, je fais travailler Marc Weber de temps en temps, puisqu'on réalise des formations d'hygiène pour des établissements de restauration ou pour des demandeurs d'emploi. Alors, Marc me parle souvent de vous et de l'équipe qui l'entoure au Greta et qu'il en est ravi de travailler avec cette équipe-là et de faire partie de la team. Moi, je suis ravi qu'il soit avec moi parce qu'il a une vraie expertise et c'est toujours un plaisir de l'entendre. Et chaque fois qu'il peut exposer son expertise, les gens en face répondent toujours positivement et voilà, sont vraiment très heureux. Les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, ce sont des gens, oui, qui ont des restaurants particulièrement. Il y avait de la restauration collective, il y avait du restaurant, et il y avait 2 personnes qui étaient en reconversion professionnelle, comme Caroline Guillaume, qui était là, qui avant était directrice régionale dans le textile, qui aujourd'hui est passée un CAP de cuisine pour ouvrir un restaurant par la suite. Voilà. D'accord, ok. Ok. Logis assez Vous varié. êtes, ouais, du coup, vous êtes de quel. Voilà, c'est vous qui êtes LS Consulting, c'est ça? LG Consulting, oui. La LG. stratégie, voilà, la stratégie gagnante, exactement. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, okay. Voilà, en collaboration avec Marc. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. Ok, d'accord. Ouais. La seule chose qui nous diffère, c'est qu'il a une mèche sur le dessus et pas moi. Ah, vous finissez par vous ressembler aussi, du coup. Ça va à peut-être force venir. De collaborer. À force de collaborer. Non, on s'entend bien et puis c'est une valeur humaine, quoi. Ça n'a pas de prix. D'accord. Voilà. On s'entend très bien. Votre activité, du coup, est sur les réseaux sociaux particulièrement c'est du, Alors, Marc est vraiment le spécialiste de l'hygiène, de la restauration et autres. Moi, je suis dans le management et on va dire la vente. Je suis dans la formation et en même temps, on fait des team building. On appelle ça par des ateliers de performance. Ce sont des jeux qu'on met en place dans l'entreprise parce que dans l'évolution, nous, de la formation ou autre, on part du principe, c'est en jouant qu'on est beaucoup plus motivé de le faire. Et surtout, c'est en faisant qu'on apprend le plus. Donc voilà, aujourd'hui, on a des formations vente qui ne sont faites que par du jeu. Il n'y a plus de chaises, plus de tables. Et les gens en sont ravis et ils apprennent d'autant mieux. Et en plus, on fait valoriser la culture de l'entreprise dans la formation. Et d'autant plus fort, c'est qu'on fait passer les messages de l'entreprise et on motive aussi les personnes qui sont lors de la formation. Voilà, c'est une autre façon de voir la formation et qui est aussi appréciable. Je pense maintenant, on fait un peu exploser les modèles traditionnels de toute façon. Oui, alors après, on a une couche des fois pour certaines enseignes où c'est des gens qui étaient en échec scolaire. Et surtout qu'on ne veut pas qu'ils se reproduisent en ayant une table, des chaises, un PowerPoint, un tableau. Non, on va enlever tout ça, ils vont rentrer dans une autre configuration. On va créer une autre ambiance et puis dedans, on va être plutôt animateur. Et puis, on va essayer de faire émerger une intelligence collective pour le bien de tout le monde. Voilà. D'accord. Ok, bien. Bravo. Et du coup, vous êtes à Lyon alors? Exactement. D'accord. Ok, bien. Bravo en tout cas. Et puis, au plaisir de continuer de collaborer peut-être. Avec oui. Okay. Il n'y a pas de raison. À très bientôt, Marc, en tout cas, du coup, pour notre collaboration. Du coup, on va voir un peu ce que nous annonce Pôle emploi, du coup. Ouais, merci de nous avoir rejoints, Nicole, aussi. Donc, oui, on se rappelle la semaine prochaine, comme convenu. Oui, voilà, c'est ça, oui, on se fait un point. Enfin, en tout cas, là, pour l'instant, on a eu aujourd'hui quelques infos. Du coup, pour l'instant, donc reprise, donc fin du confinement à partir du 11 mai. Par contre, quand est-ce que les formations vont pouvoir redémarrer, ça dépendra aussi il faudra respecter du coup les règles sanitaires, les gestes barrières, avoir les équipements de protection individuelle. Et puis du coup, être autorisé à rentrer dans les établissements, ça veut dire combien de personnes par espace, ça veut dire aussi comment organiser l'accueil dans les établissements, la désinfection des locaux préalables. Ensuite, pendant cette période où du coup, fin de confinement, quand est-ce qu'il faudra renouveler justement cette désinfection des points de contact, etc. Avec quel personnel dans les établissements? Du coup, il n'y a pas forcément les personnels adéquats. Tu vois,